monstruosité du monstre. Qu'est-ce qu'un monstre? Étymologiquement, ce qui se montre, ce qui se donne à voir. Le monstrueux est objet de spectacle. On le présente dans les cirques comme dans les bocaux des biologistes, sous la lampe des chirurgiens et devant l'objectif des photographes. L'anormal fixe le regard effrayé, fasciné, rempli d'horreur et peut-être de désir. Car le monstre est obscène, il met à nu la chair dans son irréductible étrangeté. Mais qu'est-ce qui est anormal dans l'ordre naturel? Comment distinguer la monstruosité de la simple anomalie? Quelle est la séparation essentielle entre la femme 100 kilos qu'on exhibe dans les cirques, les frères siamois, et Franck Lantini, le pygomèle qui arborait 3 jambes et un double organe génital? À force de pénétrer dans les détails du vivant, la science moderne a estompé les différences entre anomalie et monstruosité. En grande partie, la monstruosité est une question de limitation du regard. Ce que nous croyons anormal obéit à une loi secrète. Ce qui nous semble normal peut être secrètement monstrueux, comme ces grains de chair en apparence banals et qui contiennent en réduction divers éléments d'un individu à part entière. L'apparition du monstre vient modifier un ordre du monde sur lequel nous nous reposions. Même si certains distinguent des monstres par excès ou par défaut, le monstre est, d'une manière générale, une figure de l'excès. Le pas assez se confond en lui avec un excessivement peu, un manque qui dépasse certaines limites. La monstruosité opère un glissement trop marqué sur l'échelle du quantitatif. Ce qui est en question dans le monstre, c'est le 1, comme si 1 ne se suffisait pas, ne tenait pas tout seul, devait s'étendre, ou au contraire s'étonnant de lui-même, tendait à se réduire. Le monstre est l'un et l'autre, le même et pas le même. D'où le paradoxe de toute monstruosité. Le monstre représente certes une singularité et une exception, mais cette exception tient à l'impossibilité de réaliser le 1, ce caractère unique qui constitue chaque individu, et en même temps l'inscrit dans la norme. Le monstre manque de quelque chose, ou il a quelque chose en trop pour s'en tenir à 1. Ou bien encore, il se tord, mêle ses membres dans un désordre où s'égare le sens, le principe de leur association. Un être dont la monstruosité consiste à avoir un œil à la place du sexe compte le même nombre d'éléments qu'un être normal, mais ce seul déplacement défigure l'unité qui les rassemblait. Le nombre apparaît dans l'assemblage hétéroclite. Bref, le monstre se trouve du côté de la quantité contre la qualité. Ainsi, les photographies de Jacques Crenn donnent à voir un être qui ne parvient pas à reposer dans une individualité stable. Il est en mouvement, en croissance, à la fois seulement lui-même et infiniment trop lui-même. Il s'enfonce en lui ou il se quitte, il se scinde ou il s'effondre. Il est en proie à un excès. Il devient substance, chair à l'état pur, ou bien au contraire il se fixe dans la forme minérale ou ligneuse de la statue antique, du masque africain. Il est la grande mère ou le grand ancêtre, l'enfant fabuleux qui vient introduire dans l'ordre des lignées l'alliance avec les forces extra-humaines. Le monstre humain tient de la divinité et de la bête divine. Il est le bouc, l'oiseau, le grand lézard, comme sur ces photographies où l'on croit reconnaître la crête du dimétrodon qui hantait les marais du Permien. Et l'homme est justement cet être improbable qui tente de se maintenir difficilement entre les deux, mais ne doit pas oublier qu'il tient des deux. Les images monstrueuses le lui rappellent, comme dans les mythes on rappelle au héros son origine occultée. Ces images nous attirent presque irrésistiblement, comme les fœtus monstrueux dans les bocaux du Muséum d'histoire naturelle, parce qu'elles apparaissent comme une révélation. Pour la plupart, elles n'ajoutent rien à ce qui était déjà présent chez le sujet. Elles se contentent d'opérer des anamorphoses, des déformations optiques. Elles semblent déplier quelque chose qui était contenu dans la forme, dont nous ne soupçonnions pas la présence, et qui attendait l'occasion de venir au jour, dans sa pleine puissance. Le plus curieux dans ces déformations monstrueuses, c'est qu'au lieu de nous éloigner de ce que nous connaissons du corps humain, elles ont l'air de nous en rapprocher. Crenn fait l'homme ressemblant. Ainsi photographié, on dirait qu'il se rapproche de lui-même. On découvre à les regarder à quel point ce à quoi nous ne prêtions pas attention était déjà monstrueux. L'homme est double. Il arbore 2 yeux, 2 bras, 2 jambes, 2 seins, autant dire des quantités. Dès lors qu'on n'est plus dans l'unicité, il n'y a plus de différence entre 2 et 40. L'homme traîne au bout d'un pédoncule une bosse osseuse disproportionnée qui est un crâne.
A-t-on jamais vraiment regardé une oreille? Un pied? Ce sont des choses vertigineuses, un peu dégoûtantes qu'on n'en finirait pas d'épuiser. Leur multiplication, leur grossissement miment ce caractère inépuisable, cette bizarrerie sans fond. Si les photos de crâne inquiètent, cette inquiétude est aussi de nature à faire vaciller quelques idées toutes faites. D'abord que la beauté ne se tient pas nécessairement dans les limites que lui assigne la religion contemporaine de l'insipide, et que l'excès lui sied aussi, car elle est avant tout violente manifestation de l'incompréhensible. Et puis que l'homme est autre que lui-même, perpétuellement en proie à une tension qui le jette hors de lui, tension qui préside aux déformations que recueille ce livre, à la fois alarmant et réjouissant.